C'était une femme qui avait créé une entreprise. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Une maladie, grippe aviaire, je ne sais pas, hop, ça diminue, et là, ça entre dans les ordres autour de 15%. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On voit là comment une population majoritairement au chômage, surtout après la fermeture des mines, fermeture de combinats de charbonnage, de sidérurgie, etc., où ils étaient classiquement employés, comment ils ont transité vers le marché de l'emploi indépendant. Quand vous avez perdu votre emploi et que vous êtes allocataire social, que vous avez une allocation de chômage par exemple, il n'est pas très prudent de laisser ça et créer tout de suite une épicerie. Vous ne savez pas comment cette épicerie va s'orienter. Or, si vous avez une épouse qui n'était pas sur le marché de l'emploi, qui n'a donc pas accès à l'allocation de chômage, elle peut, elle, devenir la patronne de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on est là devant vraiment un moteur, le couple de la famille et le moteur économique de la famille. Et ils s'alternent en fait. Et quand l'affaire a commencé à fleurir, et bien que ça tournait bien, à ce moment-là, monsieur, il prend ses droits, il reprend l'entreprise. Évidemment, c'est inégal. On voit aussi que ça dénote un rapport de force homme-femme à l'intérieur du couple. Eh bien, mais la dame n'a pas disparu pour autant. Elle continue à travailler, évidemment, comme d'ailleurs souvent les enfants travaillent après école ou en même temps que d'autres activités économiques. Et donc, on est là devant la famille qui devient l'unité de production, qui devient la véritable créatrice d'entreprise. Et hommes et femmes ensemble ont créé cela. Et c'est comme ça que cette difficulté d'accès aux études et ces difficultés d'accès au marché de l'emploi ont donné lieu à la création de ces entreprises. Et alors là, on va revenir au début de notre exposé, au mariage. À quoi sont utiles ces mariages entre personnes de même origine, voire même de la même famille élargie, en tout cas venant des mêmes villages d'origine? C'est qu'on voit en rouge le nombre d'indépendants turcs, regardez à travers les années, des années 70 jusqu'à 2010. Vous voyez comme la courbe a augmenté. Donc maintenant, pour le moment, on est en train de vivre un dos. Et en bleu, on voit le nombre de personnes arrivées par mariage de Turquie les mêmes années. Vous voyez les courbes? Si on devait calculer un coefficient de corrélation, ça serait 0,75, 0,75, ça serait énorme. Et donc, il y a vraiment un mariage, si j'ose dire, entre le lancement des entreprises et le mariage avec des personnes proches venant de Turquie. Ceci est utile à cela. Cela crée bien sûr une population qui va consommer, qui va faire vivre ces entreprises, mais surtout cela crée une main-d'œuvre corvéable qui va pouvoir travailler dans ces entreprises parce que ne pouvant pas accéder autrement au marché de l'emploi à cause d'un certain nombre de règlements administratifs et autres, ils doivent passer par certains sas. Eh bien, le fait de travailler 2 ans chez Beau Papa à couper le kebab, ça permet d'accéder aux allocations de chômage ou à accès libre au marché de l'emploi, etc. Et donc, il y a là une intelligence sociale qui a fait qu'on a utilisé, en fait, probablement pas consciemment, mais ça a donné lieu à cela, l'analyse que je suis en prenant le recul des chiffres. Eh bien, voilà aussi à quoi à quoi est utilisé. C'est évidemment, l'institution de mariage n'est pas prévue pour créer des entreprises. Ça se faisait remarquer, je pense que sur le long terme, quand on regarde, tous les mariages étaient arrangés en quelque sorte. Quand on regarde les châtelains qui épousent d'autres châtelains pour que les terres ne soient pas divisées, etc. L'histoire de France est sertie de ce type de mariage de raison. Hein. Et donc on est face à cette situation, c'est pas très original en fait, c'est exactement ce que de tout temps on a fait sur cette terre, qu'effectivement ils réinventent à leur sauce selon leur contexte. Voilà, en ayant essayé de lier les contextes micro-familiales et un petit peu plus sociologiques et économiques. Maintenant, on arrive au dernier rang de notre exposé. Vous allez pouvoir réagir aussi par vos questions, par vos réactions. On va allumer la lumière tout à l'heure, on sera tous ensemble. Sur les différents rondes, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on va terminer par ça qu'on va nécessairement discuter plus longuement là-dessus. C'est selon vos questions. Mais le dernier ronde, c'est sur les relations Turquie-Europe. C'est cet autre niveau que j'ai essayé d'installer dans mon roman. Il y a la vie des gens qui illustre un petit peu un certain nombre de réalités, qui permettent de comprendre et d'entrer en empathie avec ça. Mais aussi, il y a un autre niveau politique, en quelque sorte, un peu plus macro, où il se passe aussi des échanges identitaires. Vous allez remarquer dans les extraits des échanges identitaires. Et je soutiens, tout psychologue que je suis, que ces échanges identitaires, ces négociations
n'ont de pareil que ce qui se passe au niveau des gens. Les pays négocient comme s'ils étaient en quelque sorte aussi deux personnes, deux voisins, et de voir qu'il y a autant de questions identitaires dans la tête d'un jeune issu de l'immigration. Est-ce que je suis plus français ou plus turc, ou les deux à la fois? Comment est-ce que je peux être les deux à la fois? Qu'est-ce qui me permet d'être les deux à la fois? Qu'est-ce que ça me coûte d'être les deux à la fois? Eh bien, et la même chose, on pourrait se demander, est-ce que la Turquie est européenne? C'est aussi un même genre de questions qui probablement appellent d'autres réponses. Lecture. Merci. Depuis plusieurs jours, je suis détachée de l'actualité. Je me dis qu'en cette période de trêve des confiseurs, les nouvelles ne doivent pas se bousculer. C'est faux. Les décisions du dernier sommet européen tenu à Nicosie ont visiblement créé un état de choc en Turquie. Les ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne ont décidé d'accélérer notablement le processus d'adhésion de la Serbie et de la Croatie et en même temps de stopper pour une durée indéterminée les négociations avec la Turquie. Les pourparlers euro-turcs s'étirent péniblement depuis des décennies. La presse turque se déchaîne et relaie le sentiment populaire qui s'exprime vigoureusement en parlant de trahison, de tromperie, d'injustice, de favoritisme entre chrétiens et même de turcophobie. Les quotidiens occidentaux mettent en évidence les débats sur la construction européenne, de plus en plus concentrés sur la question de l'identité culturelle. Personne ne doute de l'européanité de la Serbie ou de la Croatie. Le caractère européen des deux plus récents membres, la Roumanie et la Bulgarie, n'a pas été mis en question, quelle que soit la diversité de leur population. A fortiori, les 25 premiers adhérents de l'Union ont toujours été considérés comme européens à 100%. Il se confirme donc que le débat identitaire ne concerne que la Turquie, à tel point que cela catalyse les réflexions des Européens et des Turcs sur leurs identités respectives. Le seul apport des Turcs à l'Europe, dit-on ironiquement, est d'avoir suscité un débat identitaire. Le degré de vexation en Turquie est tel que le Premier ministre menace d'annuler les prochaines et très attendues festivités qui doivent proclamer Istanbul, carrefour européen des civilisations. Dans la foulée, le ministre des Affaires étrangères entame le tour des capitales européennes afin d'obtenir une égalité de traitement pour Ankara, Belgrade et Zagreb. « 78%. Je ne sais pas cuisiner. Mais c'est fort bien, ne vous en faites pas, nous allons nous débrouiller. J'ai de la feta turque, des tomates, un concombre, des olives noires. Je vais faire une salade grecque, le pain est frais, c'est bien? Je mets un peu d'oignon? C'est amusant, vous dites feta turque, salade grecque. Il y a des diplomates, des bureaucrates et des tas de fonctionnaires qui se surveillent et se chamaillent à propos de l'usage de ces appellations. Sont-elles d'origine? Sont-elles autorisées? Qui et comment contrôler ces mots stratégiques dans une guerre commerciale? Que dites-vous? Derrière ces questions d'apparence futile se cachent en général des intérêts financiers importants. Exemple, le yaourt que vous avez acheté. Les producteurs bulgares font pression sur la Commission européenne pour obtenir la mention « produit du terroir » qui réserverait l'appellation yogourt à leur production. Nous sommes d'accord, c'est une affaire de gros sous. L'origine bulgare de cette préparation n'est pas confirmée. Pour commencer, le nom contient la racine turque yog, qui signifie danse, et est à l'origine du verbe yogurmak, épaissir, comme vous savez. C'est un produit de pasteurs nomades qui ont inventé une méthode pour le transport et la conservation du lait. N'étant pas encore membre de l'Union, le gouvernement turc n'a pas la possibilité d'intervenir dans ce dossier. C'est vexant, ne trouvez-vous pas? Mêmes discussions, mêmes interrogations pour le lokoum. Les Chypriotes voudraient labelliser cette sucrerie. Les chroniques historiques en parlent comme d'une spécialité inventée en 1777 par un pâtissier originaire de la mer Noire qui a fait le bonheur de la cour ottomane. Je ne le savais pas. Et quid de ces superbes baklavas que vous disposez dans l'assiette métropolitaine?
Il y a quelques mois, une publication touristique a présenté cette pâtisserie à côté du drapeau grec. L'opinion publique turque, très sensible sur ces sujets, s'est aussitôt indignée. Vous vous en rappelez peut-être. On a eu droit au débarquement de l'Union des pâtissiers de Turquie, inondant Bruxelles de sucreries gratuites avec le slogan « Gâteau des sultans, sultan des gâteaux ». Les producteurs turcs voulaient ainsi contrer les tentatives grecques de s'attribuer la paternité du délice. Il existe d'ailleurs une recherche très sérieuse sur le sujet, publiée par l'École d'études orientales de Londres. Elle démonte les arguments de la partie grecque qui tente de faire remonter l'origine du baklava à une pâtisserie byzantine du IIe siècle. La préparation byzantine correspond à une douceur faite de couches de sésame et non de fines feuilles de pâte. Cette technique est caractéristique des populations nomades. Elle compense l'absence de four pour la ménagère. Celle-ci est obligée de faire le pain sur une plaque métallique posée sur le feu. L'utilisation des feuilles de yufka a toujours occupé une place centrale dans la cuisine, non seulement en Turquie, mais aussi dans tout le monde turcophone, de l'Azerbaïdjan au Kazakhstan. Je suis sûr que votre maman vous faisait des gozelem. De fait, oui. Et on connaît le succès des durum. Selon l'étude, le baklava serait le résultat de la convergence de cette tradition de feuilleté et de l'introduction de nouveaux ingrédients dans les riches cuisines des palais ottomans. Le baklava est turc alors ? Dis-je en me débattant avec le miel de ce délicieux dessert. Ce n'est pas si simple. L'origine du baklava est encore un épais mystère. Même l'étymologie ne nous aide aucun secours. Le nom contient la racine arabe bekel, qui signifie végétal. L'usage de la pâte en lamelles nous renvoie à une tradition gréco-byzantine, alors que la saga des maîtres pâtissiers de Gaziantep mentionne qu'ils ont adopté certaines techniques de leurs confrères d'Alep, une ville arabe. Connaîtrons-nous jamais le fin mot de cette histoire ? Personnellement, je trouve qu'il serait plus sensé de voir dans le baklava une preuve de la superposition des civilisations qui se sont succédées en Anatolie comme autant de couches d'un millefeuille. Après tout, on a des preuves de l'existence d'un dessert similaire à l'époque assyrienne. Aux Turcs reviendrait donc le mérite de l'introduction de la pâte fine, d'une part, et le raffinement impérial, d'autre part. Ils auraient de plus contribué à la diffusion de ce délice dans tous les territoires soumis à leur autorité. Intéressant. Mais arrêtez de manger les baklavas, vous allez vous couper l'appétit. D'accord. Il serait facile de balayer ces disputes de clochers et d'y voir la démonstration du chauvinisme des uns et des autres. Mais ces situations tragicomiques ne se limitent pas au seul Balkan. On en connaît aussi, et tout aussi virulentes, dans les milieux viticoles français, par exemple. C'est peut-être une façon légère, encore que l'épithète convient mal, puisque l'on parle de baklava, d'exprimer des frustrations plus profondes. Pour moi, c'est clairement le manque de reconnaissance de l'héritage turco-ottoman en Europe qui refait surface. Des siècles de présence ottomane en Europe et des échanges intenses de toute nature ont laissé de profondes traces. Mais avec la dissolution de l'Empire et la naissance des nationalismes, ces traces ont fini par se perdre. De son côté, la République turque ne s'est que tardivement attachée à promouvoir son patrimoine et sa place en Europe. Déjà les chantres du XVe siècle le disaient. Comment peut-on me reconnaître si je demeure dans mon ombre ? Alphonse ? Oui, Phyllis ? Oignon ou pas dans la salade ? Bien, merci. Moi, je vous propose d'applaudir nos lecteurs, François et Patricia, qui ont bien voulu se prêter au jeu, alléger ma tâche et rendre ça beaucoup plus vivant. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez été très patiente. Maintenant, vos questions. On va allumer, si vous voulez bien, dans la salle. Je crois que Claire a un micro qui peut balader, voilà. Évidemment, la première question est la plus difficile à poser. Ce sont les yeux d'Atatürk.
C'est les yeux d'Atatürk, oui. Ouais, Atatürk est un peu féminisé alors. Ah, ils ne sont pas bleus. Hein. Bon, on va considérer que c'était la première question, donc on peut poser la deuxième, c'est déjà plus facile. Ou une remarque, voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà. Turquie dans l'Europe, oui ou non? Oui. Voilà une question. Alors je réponds pour qui? Pour moi ou pour le héros du roman? Ah, selon moi. Alors c'est difficile de répondre à cette question en une phrase, encore moins en un seul mot, puisque la personne que vous voyez représente plusieurs sensibilités. Je suis d'origine turque, et donc j'ai une sensibilité de turc, mais je suis aussi belge, et fier de l'être, et j'ai aussi une sensibilité d'européen de ce fait. Donc je vais vous donner d'abord une réponse de belge, et puis je vais vous donner une réponse de turc, ok? Alors, la réponse de belge, ou d'européen, c'est que je me dis, d'ailleurs vous avez pu remarquer, le livre ne date pas d'hier, donc je l'ai sorti en 2012, c'est pour ça qu'on parle de 27 pays, alors que maintenant c'est 28, puisque la Croatie est de fait dans l'Union européenne, alors qu'elle a commencé sa négociation bien plus tard que la Turquie pour pouvoir accéder, comme quoi c'était plus facile. Alors, en tant qu'Européen, je veux dire, regardez, il y a déjà 28 pays, on s'entend déjà pas très bien, la crise de l'euro, c'est pas fini, il faut s'occuper de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal. Donc, il y a encore l'Ukraine qui s'amène là-bas, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, absorber un pays aussi grand que la Turquie, avec demain 80 millions d'habitants, c'est-à-dire une autre Allemagne, hein, taille de la population, de territoire plus large que la France, bien plus large, qui est aujourd'hui le pays le plus étendu de l'Union européenne, la France. Hein, et donc un pays aussi agricole qui va venir concurrencer également, ce qui va déjà mal. Et vous savez que deux tiers du budget européen, c'est l'Europe verte, c'est l'agriculture. Un nouveau pays agricole comme la Turquie, ça ne va pas aller. Donc la voie de la raison, c'est intégrons déjà nos nouveaux amis, les pays qui sont entrés, les amis qui sont en difficulté économique, etc. Renforçons nos régions en difficulté, et puis on verra avec d'autres adhésions. Donc ça, c'est la voie de la raison. Par contre, la partie turque en moi, on va dire, mais c'est injuste. C'est injuste. On n'a pas, quand la Grèce est entrée dans l'Union européenne, elle était plus pauvre que la Turquie aujourd'hui. En tout cas, la partie ouest de la Turquie. Et donc, et ils ont pu bénéficier d'une aide. Bon, on a vu aussi où ça a pu les amener. Hein. Parfois, l'aide creuse n'est pas intéressante non plus. Et donc, on va dire, quand même, c'est pas juste. Et on va dire peut-être que faire partie de l'Union européenne n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est essayer d'entrer dans le club. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que essayer d'entrer dans le club, c'est respecter un certain nombre de critères. Notamment, il y a les critères de Copenhague. C'est-à-dire au niveau de la gouvernance, au niveau de respect des minorités, au niveau de respect, notamment linguistique, culturel, religieuse, etc. Des minorités, de toutes sortes de minorités, et toutes sortes d'expressions culturelles. Les croyants comme les non-croyants, par exemple. Et les croyants de différents types. Ensuite, respecter des critères au niveau de protection des travailleurs. Bon, c'est vrai qu'en Europe, tout n'est pas jojo, et surtout avec la crise, on voit un recul social. Par contre, quand on compare sur l'échiquier mondial, il n'y a pas mieux. Donc, ça reste encore un modèle. Au niveau aussi des politiques sociales, au niveau de la santé, voilà, je viens d'un pays, c'est peut-être pareil en France, où les universités sont gratuites. Beaucoup de Français viennent étudier en France, en Belgique par exemple, grâce à ça. Donc c'est beaucoup plus démocratique encore que la France, l'accès. Eh bien j'aimerais bien que ça sera pareil, et que la Turquie attrape ce modèle en quelque sorte. Autre dimension au niveau de la liberté de presse par exemple, et d'expression. Autre dimension encore au niveau de respect de l'écologie. Donc tout ça, je crois que la Turquie a beaucoup à apprendre de l'Europe à ce niveau-là. Et donc, continuer, nos amis turcs, à essayer de copier l'Europe à ce niveau-là, mais éventuellement ne pas entrer dedans, parce qu'on ne sait pas ce que cette Europe va devenir. Donc voilà, vous m'avez posé la question, je vous réponds franchement. Donc voilà les différents aspects. En tant qu'Européen, je pourrais me dire aussi, parce que je tiens à l'idéal de l'Europe, et l'idéal de l'Europe, c'est un duo franco-allemand, dès le départ.
puis les quelques pays qui sont venus comme adjuvants, comme le Benelux. Et c'est ça qui a créé, je pense, une certaine évolution sociale aussi en Europe. Mais aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, et c'est concomitant avec l'élargissement à partir de 2004, on voit une involution de cette Europe, ce modèle franco-allemand, dont on parle qu'il est grippé, etc., et qui pourrait être remplacé par un autre axe complètement perpendiculaire, Londres-Ankara, si jamais la Turquie entrait. Or, cet axe Londres-Ankara n'est pas du tout européocentré. C'est un axe plutôt souverainiste. Comme la Grande-Bretagne est un pied dedans, un pied dehors, la Turquie va vivre aussi un pied dedans, un pied dehors. Et donc, cela va complètement détricoter l'idéal européen. Et là, je ne suis pas d'accord en tant qu'Européen. Donc, c'est pour moi, l'objectif n'est pas d'entrer, mais c'est essayer d'entrer. Et ça sera, je pense, bénéfique pour tout un chacun. Les Turcs qui vont vivre les bénéfices, mais aussi les Européens qui vont avoir un allié important dans cette région très troublée qu'est le Moyen-Orient. Et malheureusement, pour le moment, je pense que l'Union européenne n'aide pas assez les Turcs à s'aider eux-mêmes. Vous voyez ? Je pense qu'il faudrait plus de présence à ce niveau-là, mais probablement que l'Union européenne, c'est déjà beaucoup de chats à fouetter. Et donc, on est là dans un tournant, en fait, à ce niveau-là. Voilà ma réponse. Pour préciser votre intervention, je vous rappelle que le mardi 6 mai, il y aura une conférence de Didier Billon précisément sur la géopolitique. Donc on va vraiment parler plus en profondeur à la fois le rôle que la Turquie joue dans sa zone géographique et puis ses liens avec l'Europe. Mais on n'a pas pu tout développer évidemment à travers les lectures, parce que si on vous lisait tout, vous n'achèterez pas le livre, ce ne serait pas intéressant. Et blague à part, il n'est pas possible de toute façon de lire 255 pages comme ça en public. Par contre, comme j'ai essayé de créer une allégorie d'un lien entre les relations étatiques et interétatiques et les relations interpersonnelles, j'ai continué, je me suis laissé un petit peu inspirer et écrire librement sur une gémellité franco-turque. Et de montrer jusqu'où la ressemblance de ces deux pays, faisant en sorte qu'aujourd'hui, c'est la France qui est la plus grande opposante à l'entrée de la Turquie à l'Union européenne, en fait. Jusqu'à imaginer un référendum au moment de Sarkozy, un référendum le jour où il arrivera qu'on commence à vraiment sérieusement envisager la chose. Ce qui est quand même tout à fait contraire à l'idée européenne. Les négociations, c'est chapitre par chapitre. Il y en a 35 de chapitres à négocier. Ce sont en fait des blocs de loi. Et chaque chapitre prend plusieurs années de négociation. Vous imaginez le temps de négociation et d'adaptation. Et après ça, un pays, puisse-t-il être la France, va dire « Non, un dimanche après-midi, je vais décider, je vais demander à mes concitoyens de voir s'ils veulent ou non et de bloquer tout le système. » Ça, ce n'est pas l'Europe. Vous voyez, à l'intérieur de l'Europe aussi, même dans le modèle franco-allemand, parfois on a des grippes. Voilà. Autre remarque, donc, de ce côté-ci de la salle. Moi, j'invite aussi nos amis lecteurs qui sont mis humblement assis à terre, comme de derviches fatigués. Et je leur demande aussi d'intervenir, peut-être dire, parce qu'ils ont lu le livre, eux, peut-être que d'autres personnes dans la salle ont lu le livre aussi, de dire un petit peu leurs sentiments à un moment donné. Le véritable débat, ce n'est pas plutôt quelle est la limite de l'Europe, au final ? Ah oui, la limite, en quel terme vous entendez ça ? Les termes, oui, voilà, géographiques ou même politiques. Mais oui. Bon, géographique, c'est déjà un peu plus simple. Politique, vous savez, il n'y a pas de ligne politique sur la carte pour qu'on puisse dire que ça s'arrête là. Géographique, oui, mais là aussi, c'est totalement arbitraire. Où commence l'Europe ? S'il y avait des mers, on pourrait se dire, oui, ça s'arrête là. Oui, il y a le Bosphore. Et Istanbul, c'est la seule ville du monde à être sur 2 continents à la fois. C'est intéressant. Enfin, quand vous êtes à Istanbul, le matin, vous vous réveillez, vous êtes en Asie, vous prenez le bateau, vous êtes de l'autre côté, vous travaillez, vous êtes en Europe, et puis vous changez, vous revenez en Asie. Comme ça, vous êtes... En fait, les Stambouliotes, c'est comme ça qu'on dit. Comment on disait des Limojou. Les Limojou et les Stambouliotes. Ça, c'est bien. Hein. Eh bien, les Stambouliotes sont des gens qui sont en fait des travailleurs transcontinentaux. Eh bien, mais... À part le Bosphore, la limite s'arrête où ? Chypre, est-ce que c'est en Europe ? Oui, c'est en Europe. Mais c'est plus à l'est qu'à Istanbul. C'est beaucoup plus à l'est qu'Istanbul. C'est plus à l'est qu'Antalya, par exemple.
c'est-à-dire plus à l'est qu'à peu près la moitié de la Turquie. Donc les limites géographiques aussi, on les met là où on veut bien les mettre en fait. Est-ce que l'Arménie et la Géorgie sont en Europe? Si je me rappelle de mes classes primaires, oui, puisque l'Europe s'arrête au Caucase. Donc dans la mesure où ces pays sont, en tout cas une partie de ces pays, sont au nord du Caucase, donc ils sont en Europe. Et là, vous savez où ça se situe la Géorgie et l'Arménie, c'est-à-dire à l'extrême est de la Turquie. S'ils sont en Europe, Kars, Artvin, Iğdır aussi sont en Europe, donc ils sont complètement frontaliers. Donc vous voyez, les questions géographiques ne nous aident pas vraiment ici, mais ils sont sortis utilisés comme argument politique, ce qui n'est pas très honnête intellectuellement, je pense, parce que les vraies questions sont de l'ordre de l'économique. Est-ce que c'est un apport ou non? Qu'est-ce que ça va coûter? Je pense que les vraies questions sont celles-là. Elles n'apparaissent pas toujours. Alors on veut sortir des questions géographiques et parfois aussi des questions religieuses. On va dire, oui, mais c'est un pays majoritairement musulman. Il n'y a pas ça en Europe. On va dire, ce n'est pas l'essence de l'Europe. L'essence de l'Europe, c'est quoi? Comme s'il y avait une essence, une religion pouvait être une essence. Les religions sont apparues sur certaines terres, se sont diffusées, disparaissent sur d'autres, recommencent ailleurs. Donc c'est l'histoire de l'humanité qui veut ça. Et donc, et d'autant plus qu'il y a des musulmans en Europe depuis la nuit des temps. Il y en avait en Andalousie, il y en a dans les Balkans depuis très très longtemps, etc., même dans l'Est de l'Europe. Et donc, ce n'est pas non plus une question religieuse si on devait s'arrêter là. Pour moi, les vraies questions sont économiques, mais on les déguise en questions identitaires, comme très très souvent. Comme dans l'exemple que j'ai montré, pourquoi ces mariages intrafamiliaux chez les Turcs? On va dire oui, ils sont purs, gna gna. Les jeunes qui grandissent ils sont dégénérés. Je préfère pour mon fils une belle fille qui vient de Turquie, ou pour ma fille un beau gendre qui vient de Turquie. Mais en fait, on voit que dans les chiffres, vous voyez, ça sert en fait à la machine économique de l'immigration, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres portes de salut, en quelque sorte, vu le taux de chômage, le niveau de scolarisation, l'exclusion et la discrimination sur le marché de l'emploi. Ils étaient acculés à créer ce précaré. Et bien voilà, les mariages ont servi à faire exister ce précaré, avec le succès qu'on connaît d'ailleurs au niveau de l'industrie du kebab. Certains calculs en Allemagne montrent que, bout à bout, l'industrie du kebab, c'est de loin plus important en chiffre d'affaires que si on met tous les hamburgers restaurants, donc Quick, McDonald's, King Burger, etc., bout à bout, eh bien, les Turcs en Allemagne font mieux. Donc vous voyez, c'est quand même une réussite. Oui, bonsoir, merci pour votre conférence. Bon, il se trouve que ma femme et moi avons vécu en Turquie il y a longtemps, mais nous y passons Vous êtes quelques photographe, temps. je crois, c'est ça? Non, non, Ah, je c'est suis pas professeur. Okay. Non, non, pas du tout. Et nous y retournons souvent. Et je voudrais abonder dans votre sens en disant que nous pensons que... Enfin, je pense après... Pour elle est assez grande. Donc, et qu'effectivement, la Turquie devrait rejoindre l'Europe sur la base des critères de Copenhague, en discutant les différents chapitres qui ont été ouverts. Et ce sont effectivement, parce que c'est une région très riche, hein, c'est aussi, peut-être pas dit, c'est aussi le réservoir d'eau du Moyen-Orient. Hein, toute l'eau naît ici. Et... bon, je dois dire qu'il faut peut-être accorder moins d'importance maintenant à ce qu'a pu dire M. Sarkozy. Il n'est plus au pouvoir, donc, et c'était dans le cadre d'une campagne électorale où il essayait de refléter plutôt une pensée démocrate chrétienne plutôt qu'autre chose, quoi, hein, donc c'est un argument plutôt électoral. Ce qui m'inquiéterait un petit peu, c'est si je trouve que le régime de M. Erdogan, c'est mieux qu'il y a 10 ans, parce qu'il a mis les militaires au pas, c'est moins bien qu'il y a 3 ans. Ça, je dois dire que c'est un peu ennuyeux, quoi, vis-à-vis des critères de Copenhague. Voilà le commentaire que je voulais faire. Bon, nous y avons vécu 2 ans, parce que j'ai fait un peu plus de 2 ans. J'ai fait mon service militaire en coopération culturelle. J'étais affecté comme prof dans un des lycées français d'Istanbul, il y en a 6. Voilà, donc nous sommes partis en 2 chevaux et nous sommes revenus en 2 chevaux 2 ans plus tard. Voilà. Ça tient la route, les 2 chevaux. Hein. Oui, ça tient la route. Effectivement, il nous faudrait beaucoup de temps pour faire une analyse politique du gouvernement, et puis j'en suis pas nécessairement spécialiste. Par contre, je vais vous donner quelques éléments qui m'ont
qui me pousse à aller dans le sens de quelque chose de plus positif et beaucoup d'espoir en fait. Qu'est-ce qu'on constate en fait quand on regarde ce qui se passe depuis l'installation donc au pouvoir de l'AKP et pendant une bonne partie des années 90, ils étaient déjà au pouvoir dans les principales communes en fait, hein, donc notamment Istanbul. Erdogan a été maire d'Istanbul, ville de 12 millions d'habitants, peut-être 14 aujourd'hui, on ne sait pas très bien. Et donc, c'est-à-dire plus que la Belgique, plus que les Pays-Bas. Donc, être à la tête d'une ville qui fait plus que les Pays-Bas, c'est quelque chose quand même. Hein. Donc, et puis, on voit le chiffre d'affaires des entreprises là-bas. Donc, c'est aussi une ville extrêmement qui se développe à tout point de vue. Et je pense que Erdogan a fait aussi, a permis aussi ce développement à un moment où de toute façon la ville était en train de se développer. On aurait pu gâcher la chose, ben non. Il était là et son équipe aussi. Et le pouvoir au gouvernement central a fait qu'il a permis aussi, je pense, avec ses amis politiques, un recul de l'interventionnisme militaire. Donc c'est un des apports majeurs. Et puis les pourparlers avec la population kurde et ceux qui les représentent, notamment au niveau politique aujourd'hui. On a vu aux dernières élections communales, le parti autonomiste régionaliste kurde a confirmé en fait son assise. Donc il y a là quelque chose qui se dessine de l'ordre du fédéralisme. Et je pense que pour une démocratie, c'est extrêmement bien. Rappelez-vous d'où je viens. Moi, je viens de Belgique, où on parle 3 langues. Depuis 1830. Et jamais une seule fois n'a eu lieu un assassinat politique en Belgique. Bien sûr, il y a eu 2 grandes guerres, beaucoup de sang ont coulé, des gens ont été déportés, exécutés, etc. Et c'est fort malheureux. Mais c'était des guerres. Et ce n'était pas interne à la Belgique. La Belgique n'a jamais eu d'assassinat politique. Ce que la Turquie ne peut malheureusement pas dire. Et donc, moi, quand je suis en Turquie, et je leur dis fièrement, prenez exemple sur les Belges, comment ils ont fait. Et quand on étudie, par exemple, l'histoire de la Constitution belge, on constate vraiment beaucoup de parallélisme avec ce qui se passe ces 15 dernières années en Turquie. Notamment, mais sauf que chez eux, ça s'est passé à la fin dans les années 1900 à 2000, en fait. Ce qui s'est passé, c'est le droit d'être jugé dans sa langue, par exemple, pour les Flamands. Parce que ça se faisait en français. Remarquez, au sud de la Belgique, c'était les Wallons, ils ne parlaient pas français non plus, ils parlaient wallon. Maintenant, en wallon, ça n'existe plus, c'est le français. Par contre, les Flamands ont conservé leur patois. Et donc, c'est un patois du néerlandais, en fait. Et donc, le droit d'être jugé dans sa langue, eh bien, on l'a maintenant en Turquie, ça commence. Le droit d'avoir sa presse dans sa langue, ça, c'est venu, il y a même une télévision. Le droit d'enseigner dans sa langue maternelle à ses enfants, ça commence timidement, notamment au niveau des écoles communales que les communes en question organisent. Donc ce sont des droits humains, on ne peut pas le nier. Ici, nous, Turcs, en Belgique, en France, on voudrait bien que nos enfants aient des cours de turc. C'est pas vrai. Alors les Kurdes dans leur région devraient avoir des cours de langue kurde pour leurs enfants. On ne peut pas imaginer, on est en 2014, on ne peut pas imaginer le contraire. Eh bien ça, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Les gens en parlent. C'est aussi l'air de temps, mais c'est aussi l'équipe d'AKP. Par contre, là où il commence à avoir une espèce d'ivresse de pouvoir, et à tout malheur quelque chose est bon, on voit au mois de juin dernier, qu'est-ce qui se passe? Je me suis toujours dit, l'armée dans les casernes, il y a un pouvoir maintenant sans partage, mais il faut un contre-pouvoir, sinon on n'est pas en démocratie. Quel est ce contre-pouvoir? On ne peut pas trop compter sur les partis d'opposition, et je me dis, c'est la société civile qui doit émerger. Et de fait, ce qui s'est passé en juin et depuis, c'est la société civile qui émerge. Donc c'est heureux, oui, bien sûr. 7 à 9 personnes ont été tuées. 7 à 9, c'est beaucoup, mais comparé à Place Tahrir en Égypte, c'est beaucoup moins. Donc et on est là dans un modèle intermédiaire entre l'Égypte et la Belgique. Et donc, vous voyez, c'est géographiquement aussi, quand on revient à la géographie. Et donc, c'est la société civile qui émerge. Élections communales, tout dernièrement. J'étais en Turquie, par hasard. Je ne sais pas voter, parce que c'est les élections communales. Je suis allé avec ma maman voter à Izmir. Ça s'est bien passé. Et puis, les problèmes au niveau du comptage. Tout d'abord, le taux de participation. Bien, en tant que Français, vous devrez rougir. Et le vote n'est pas obligatoire non plus. 85%, 87% selon les communes. Donc, vous devrez rougir. Donc, ça veut dire qu'il y a un éveil aussi à la démocratie. Ils sont impliqués.
Ça aussi, c'est ces 15 dernières années qu'on a ça. Et puis, des problèmes, on a l'impression qu'il y a eu des tricheries, etc. Les lumières, l'électricité se coupe alors que ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens ont commencé à dormir sur les sacs de vote pour ne pas qu'on les prenne. Donc il y a vraiment une implication. Donc, et ça, c'est heureux. Il y a un héroïsme démocratique, je pense, en Turquie. Et ça, on commence à le voir. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Merci d'abord Altay pour ton intervention toujours très intéressante. Moi tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est notamment l'augmentation du nombre de divorces. Tu as dit que ces dernières années, c'était quand même un phénomène important et par la force des choses, ça a eu une incidence sur ces fameuses stratégies matrimoniales. Mais comment ça se traduit? Est-ce que ça veut dire que les mariages sont moins rangés, sont plus souples? Est-ce que ça veut dire que les mariages mixtes se développent? Quelle est l'incidence de ces divorces qui sont acceptés par la force des choses alors qu'il y a encore 20 ans de ça, divorcer, c'était une honte quelque part. Désormais, les familles acceptent de plus en plus le divorce de leurs enfants. Mais d'un autre côté, quelle est la réaction de ces familles par rapport à ces fameuses stratégies matrimoniales? Est-ce que ça veut dire que l'on accorde un peu plus de souplesse aux choix, aux choix matrimoniaux des enfants? Il semblerait que oui. En fait, tout d'abord, quand on regarde le taux de divorce, vous avez pu constater qu'il y a une espèce d'assimilation à la culture de divorce qui est quand même endémique en Europe. Hein. Le taux de divorce est extrêmement élevé dans les pays européens. Et en Turquie aussi, c'est devenu très très élevé, surtout dans les régions urbaines, c'est-à-dire la majorité de la population. La majorité de la population turque, plus de 2/3 vivent dans les villes aujourd'hui, hein, et donc dans les grandes villes en particulier. Et donc le taux de divorce n'a pratiquement rien à envier en fait à l'Europe. Et donc il y a ça, c'est entré dans les mœurs en fait, par la force des choses. C'est entré dans les mœurs. Et ça apparaît comme une solution. Là où il y a des difficultés dans un couple, ça apparaît comme une solution possible. Et donc les divorces commencent à exister, on ne peut plus les cacher, et puis de toute façon tout le monde en a pratiquement un dans sa famille. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ça donne lieu à des formations familiales monoparentales ou plurinoyaux en fait, à l'intérieur intergénérationnel. Et puis les gens réfléchissent aussi. Il y a des remariages qui se font. À la rigueur, on va avoir une jeune femme qui va dire, qui a déjà ses enfants, ben voilà, moi j'ai suivi la stratégie familiale, on a resté 5 ans, 6 ans ensemble, ça n'a pas marché, maintenant c'est comme si elle avait en quelque sorte son billet pour la sortie, et là elle est beaucoup plus libre évidemment pour choisir, surtout si elle a sa maison, elle a son emploi ou sa sécurité sociale, que sais-je, elle est beaucoup plus autonome en fait. Hein. Et c'est vrai également pour les hommes qui arrivent notamment de Turquie, il ne faut pas croire que les violences ne sont subies que par les femmes. Hein. Les hommes qui arrivent par mariage, il y a notamment une thèse de doctorat qui en est achevée à l'université de Louvain cette année, donc j'étais dans le jury. Les hommes qui arrivent par mariage vivent aussi des violences psychologiques. On va leur dire, mais c'est un homme, toi, tu vis avec le pain de ton beau-père, c'est quoi cette histoire? Parce qu'effectivement, ils ont des difficultés à accéder au marché de l'emploi européen. Parce qu'ils ne parlent pas les langues, parce qu'ils n'ont pas les bons diplômes, parce que l'emploi est rare de toute façon dans les secteurs dans lesquels ils pourraient travailler, surtout dans les régions où les immigrés se trouvent, etc. etc. Et finalement, donc, il y a des violences qui sont faites aussi, avec des décompensations psychologiques, etc. Tout ça accentue aussi des situations malheureusement de violence au sein des couples, et donc ça donne lieu à des divorces. Alors, quelle réaction les gens ont? Ben, les gens assouplissent un petit peu les règles. Notamment, ce genre de phénomène dans les communautés marocaines ont donné lieu maintenant à beaucoup de mariages dits mixtes, des gens d'origines différentes qui se marient. Parce qu'en fait, dire qu'un Turc d'ici a la même origine qu'un Turc de là-bas est une erreur. Parce qu'un Turc d'ici est surtout un franco-turc. C'est comme moi, je suis belgo-turc. Déjà, les jeunes entre eux, aller dans les maisons de jeunes, ils parlent en français entre eux, hein, ils ne parlent pas en turc. Et puis, mais quand on parle de Galatasaray, là, on parle en turc, ça c'est vrai. Ou les chansons, c'est en turc. Mais à part ce genre de truc qui touche vraiment l'émotion, poum, poum,
pom, pom. À part ça, la vie se déroule en français. C'est des franco-turcs, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et donc, quand un franco-turc épouse un turco-turc ou une turco-turque, là, c'est deux cultures différentes. Hein. C'est déjà un mariage mixte, en fait, en réalité. Mais c'est une mixité qui ne tient pas. Pourquoi ? Pour des raisons, je dirais, plus terre-à-terre, de droit de séjour, d'accès au marché de l'emploi, et que le couple n'est pas symétrique, n'est pas égalitaire à ce niveau-là. Et ça pète souvent. Et surtout si c'est l'homme qui a la situation subalterne, en fait. Alors, quand on voit ce genre de truc, les familles font quoi? Les jeunes Turcs d'ici vont peut-être comprendre ce dont je parle. Alors maintenant, se créent notamment Facebook fonctionne bien comme ça aussi, des liens entre Turcs d'Europe. Alors, il y a des rallyes, comme les nobles dans le temps faisaient des mariages. Par exemple, en Flandre, il y a des salles de mariage qui, quand il n'y a pas de mariage, organisent des soirées dansantes avec des acteurs, des chanteurs turcs, de la musique turque, etc. On sert du thé, évidemment, du jus d'orange aussi. Et c'est connu, les parents ont le cœur léger de laisser partir leurs enfants, danser, s'amuser, écouter un chanteur, et de rencontrer d'autres jeunes Turcs qui viennent d'Allemagne, du Grand-Duché, des Pays-Bas, de France, etc. Parce que tout ça circule évidemment sur Internet. Et l'Internet et Schengen, c'est-à-dire l'inexistence des portes, ce même Schengen qui fait que faire venir des gens de Turquie devient difficile, facilite les échanges à l'intérieur de Schengen. Et donc, ils se rencontrent. Et on a aujourd'hui, par exemple, une jeune fille Groningue qui épouse un jeune Turc de Gand ou une jeune fille turque de Liège qui épouse un garçon qui vient de Charleville-Mézières, ou que sais-je encore. Et donc ça donne lieu en fait à des mariages turcs mais intra-européens en fait. Et l'étape suivante sera probablement des mariages davantage mixés, vu qu'on va arriver quand même à la 3e, voire même 4e génération dans certaines familles. Donc là, effectivement, les choses vont en s'effilochant. Il y a davantage de mélange, puisque voilà, ces jeunes font plus d'études, vont et viennent à gauche, rencontrent des personnes de différents horizons. Donc voilà, c'est les tendances aujourd'hui. Et il y a même une industrie de mariage, en fait, qui a été créée. Il y a probablement aussi des organisateurs de mariage turcs, à Limoges, hein, certainement, qui organisent ce genre de truc. Voilà. Oui, bonjour. C'est moi. Bon, je vais encore parler de l'Europe. On vous sent très, très europhile. Et je ne sais pas s'il y a des Belges qui sont europhobes ou eurosceptiques. Je pense que ça n'existait pas. Il y a peut-être des Belges qui sont belgophobes depuis quelque temps d'ailleurs. Ah, ça existe. En Flandre. Ça existe. Moi, vous avez évoqué donc l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Europe. En ce qui me concerne, moi, ça ne me fait pas peur du tout que la Turquie adhère à l'Europe. Je pense effectivement que ça apporterait beaucoup à l'Europe. C'est un pays qui, pour moi, n'est pas si différent. C'est un pays laïque, c'est un pays démocratique. En revanche, il y a une question que vous n'avez pas posée, c'est est-ce que l'Europe apporterait vraiment beaucoup à la Turquie? Parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la Turquie est un pays qui ne se porte pas si mal que ça au niveau économique, qui exporte, qui va plutôt bien. Et souvenons-nous, la Grèce, alors certes on peut adhérer à l'Europe sans prendre l'euro, mais enfin il y a quelques années en Grèce, quand ils n'avaient pas l'euro, il y avait tout un tas, ils avaient des chantiers navals qui accueillaient des petits bateaux de toute la région Méditerranée, de Chypre, de Malte, de Turquie justement, du Liban. Ces bateaux-là, ils venaient se faire réparer en Grèce. Et ça marchait très bien. Et à partir du moment où ils ont adopté l'euro, l'euro a fait que ces chantiers ont coûté beaucoup trop cher pour les clients. Donc, est-ce qu'au fond, sur le plan strictement économique, c'est intéressant pour la Turquie d'adhérer à l'Europe, à votre avis? En fait, vous donnez la réponse vous-même dans votre question. Pourquoi est-ce que les chantiers sont devenus plus chers? L'euro, oui, mais aussi le niveau social et l'exigence syndicale, on va dire, a rattrapé aussi celui de l'Europe du Nord. Donc pour un travail, on demandait un salaire juste. Et c'est tout le drame de la délocalisation. Maintenant, ces bateaux vont en Inde, ou même en Turquie. En Turquie, toutes les semaines, dans les chantiers navals à Istanbul, il y a un mort. Et donc, pourquoi? Parce que les niveaux de sécurité, etc., ne sont pas à la hauteur des exigences européennes. C'est pour ça. Voilà ce que la Turquie a gagné en entrant dans l'Europe. Évidemment, on risque de perdre en clientèle, mais peut-être qu'il vaut mieux pas perdre de vie
et d'adapter. Donc on devrait plutôt, je dis toujours d'ailleurs, les syndicalistes européens seraient peut-être plus utiles en Chine, en Égypte, en Inde, qu'en Europe. Il faut exporter notre syndicalisme, je pense, exporter notre modèle social de protection. Et c'est là qu'on va vivre un peu mieux en Europe, parce que les choses seront à l'égal et on exploiterait moins en poussant à délocaliser. Donc j'ai donné aussi une série d'éléments de réponse. Oui, la Turquie exporte beaucoup, mais vous savez où ils exportent? 3/4, c'est l'Europe, hein, l'Union européenne. C'est leur plus gros client et leur plus gros fournisseur, 3/4 des achats aussi. Donc c'est le frère jumeau. Hein. Donc je pense que historiquement, déjà à partir de l'Empire ottoman a pris l'héritage de l'Empire byzantin, qui est quand même une des premières façons de réunir l'Europe. C'était l'Empire romain qui est devenu l'Empire byzantin, et puis après donc l'Empire ottoman. Et ensuite, avec la République, vous savez, la Turquie est membre de tout, de Eurovision jusqu'à la Coupe d'Europe, en passant par toute une série juste du club européen. Ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, à part ça, ils sont membres de tout. Donc, je pense que c'est vraiment une voie naturelle pour ce pays. Donc, c'est ça qu'ils ont à gagner. Par contre, les Européens ont beaucoup à gagner aussi avec la Turquie, c'est évident. C'est normal, c'est un échange. Mais et cet échange, il faut qu'il soit équitable. Et les conditions n'y sont pas aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors avant de prendre une dernière question ici, je voulais juste revenir sur un élément que vous avez donné tout à l'heure sur la scolarisation, les études supérieures des jeunes issus de l'immigration turque, pour simplement préciser que l'association Arche, justement, concrètement, au-delà des considérations politiques très théoriques qui nous éloignent un petit peu du sujet, mène des actions. Je vais laisser Latif peut-être dire un mot à ce sujet, parce que je trouve que c'est important que les Limogeaux soient au courant. Oui, des actions d'accompagnement à la scolarité, notamment sur le quartier de Beaubreuil avec de l'aide aux devoirs et des réunions de sensibilisation aux parents et aux familles pour sensibilisation à l'école. Et car l'éducation, c'est vraiment le levier majeur sur lequel il faut qu'on ait des actions. Car un simple chiffre, tout à l'heure vous parliez de 10% des Turcs qui suivent en Belgique des études supérieures. Ce chiffre, malheureusement, sur le Limousin, c'est entre 3 et 4%. On avait fait un recensement il y a une quinzaine d'années, c'était 3 ou 4%. Il y a 5 ans, c'était encore 3 ou 4%. Et je pense que même si on refaisait un recensement aujourd'hui, on serait au même point. Donc il faut vraiment qu'on fasse des actions vers l'éducation. Et donc l'association Arche est là pour ça aussi. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, nous serons avec l'association Arche et une série de partenaires dans un petit séminaire professionnel, ici même, avec des travailleurs sociaux, des étudiants. Vous êtes les bienvenus aussi, demain matin, dès 10h, dans la petite salle ici au BFM, pour approfondir un peu ces choses-là, comparer la situation. On va me raconter les constats sociologiques sur Limoges et ses environs par rapport à l'immigration. On va un petit peu échanger par rapport à ça. Donc j'attends beaucoup de cette rencontre, donc vous êtes les bienvenus aussi. Pour dire aussi que de par le type d'immigration, essentiellement des gens qui sont devenus ouvriers dans les industries, les Turcs en Europe sont surtout dans des régions urbaines. En Belgique, par exemple, c'est beaucoup Bruxelles, Gand, Liège, et qui sont des régions fatalement où le réseau d'études universitaires et supérieures est assez dense. En revanche, il y a des localités rurales, y compris en Wallonie par exemple, qui accueillent des populations immigrées pour travailler dans des industries sensiblement identiques à Limoges, c'est-à-dire le bois, la papeterie, etc. Eh bien là, on voit beaucoup moins d'engouement vers les études supérieures. Il y a aussi une espèce de destinée liée au type d'établissement, au type de localité dans lequel les populations immigrées sont présentes. Donc les immigrants ont leur... je dirais, mouvement, mais aussi, c'est une façon de s'assimiler, en fait. C'est une façon de faire partie du lieu. Ils prennent aussi les habitudes, en fait, des lieux dans lesquels ils vivent. On pourrait voir là, aussi un lien avec le taux de divorce, mais aussi le taux d'accès aussi aux études supérieures. Si on devait comparer le taux d'universitaires dans la région de Limoges et à Paris, ça serait différent aussi, je pense. Donc, on a également ce gradient qui est là. Voilà, en fait, voilà, c'était pour annoncer aussi notre rencontre demain avec des travailleurs sociaux et étudiants. Vous avez une question encore? Oui, ce serait une question. Donc, Monsieur Mancio, j'adore la Belgique parce que j'ai beaucoup de familles là-bas. Ah, vous voyez les inter-européens, hein, je ne rencontre pas des cracks quand même. Hein. Non, Charleroi surtout. Ah, voilà.
Je voudrais revenir au cœur de votre métier, la sociologie. Il y a une panne dans le système d'intégration des populations immigrées. Tout au départ, on avait parlé peut-être en France d'assimilation, on est passé à l'intégration. Aujourd'hui, on va peut-être parler plus d'insertion des populations étrangères. Hors religion, côté État et côté peut-être population, en 2 mots, quelles seraient les pannes et pour vous, quelles seraient peut-être les solutions pour qu'il y ait peut-être un meilleur vivre ensemble, pour que le français n'ait pas peur de l'étranger, et puis cet étranger ne dise pas « moi je suis discriminé, je suis… que des 2 côtés, on arrête de râler un peu, quoi. » Très importante question. Merci de l'avoir posée. Vous avez le temps? mais blague à part, pour faire très très vite, vous avez raison de parler de ce colimaçon d'intégration qui est un peu cassé, cet ascenseur social, comme disent certains sociologues, qui est un peu peiné, en panne. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je veux revenir un petit peu sur des choses que je maîtrise bien. Charleroi, c'est une région industrielle, sidérurgie, mines, etc., qui ressemble beaucoup au nord de la France d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qu'il y avait là-bas avant les Turcs? Il y avait les Italiens, par exemple. Dès 1946, fin de la guerre, on a importé de la main-d'œuvre italienne, 1 ouvrier pour 1 tonne de charbon, parce qu'ils avaient besoin du charbon aussi pour faire fonctionner leur turbine électrique, pour lancer leur propre industrie. Eh bien, les Italiens se sont prêtés au jeu. Et de 1946 à 1976, donc on a vu arriver des contingents d'Italiens. C'est sur ces 30 années-là, les 30 glorieuses, qu'ils ont vécu leur insertion. Qui sait comment s'appelle le Premier ministre turc aujourd'hui, belge aujourd'hui? Oui, Elio Di Rupo. C'est un Italien, papa analphabète, maman analphabète. Papa mineur mort dans la mine. Maman qui a été prise en charge par la sécurité sociale belge. Le monsieur a fait ses études universitaires à Mons, il est diplômé docteur en chimie, et puis il a fait sa carrière politique, et puis voilà. Et donc, pur produit du colimaçon social. Qu'est-ce qui a rendu ça possible? C'était une solidarité ouvriériste, syndicats, mutuelles, associations, etc., qui ont permis alors, et si on regarde aujourd'hui par exemple la noblesse syndicale en Belgique, que de noms italiens, que de noms espagnols, que de noms grecs, c'est-à-dire la première vague d'immigration. Ces gens-là ont bénéficié des 30 années de plein emploi. Leurs enfants ont pu faire des études. Même s'ils étaient morts, ils étaient pris en charge, etc. etc. Donc voilà. Et alors, mais il ne faut pas que cet arbre cache la forêt. Quand on arrive aux Turcs et Marocains dans les années 64, vous avez vu, 10 ans plus tard, on ferme les portes. Donc le plein emploi n'a duré que 10 ans pour les uns, 30 ans pour les autres. C'est différent pour la France, puisque les périodes sont un petit peu décalées, mais peut-être dans certains lieux, notamment au nord, on pourrait avoir des phénomènes, et aussi en Lorraine, on pourrait avoir des phénomènes très très ressemblants. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez un avion qui va atterrir sur une piste de 3 km ou un avion qui va atterrir sur une piste de 1 km. C'est évidemment l'avion qui va atterrir sur une piste de 3 km qui va avoir le pilote le plus souple, le plus à l'aise, l'autre va stresser. Eh bien, 3 km, 3 décennies, ou 1 km, une seule décennie. C'est ça qui explique que l'atterrissage de l'intégration est dit réussi pour les Italiens, Grecs et Espagnols, et dit raté pour les Turcs et les Marocains. Et là, on va dire, mais quel rapport, quel point commun entre les Turcs et les Marocains? Mais oui, c'est la religion, hein. C'est parce qu'ils sont musulmans qu'ils s'intègrent. Regardez, c'est pas compatible, hein. On va tout de suite faire cette équation, qui est tout à fait erronée, évidemment. Les Italiens ne sont pas insérés mieux parce qu'ils étaient catholiques. Ils se sont insérés mieux parce qu'ils étaient justement dans un réseau ouvriériste qui les a soutenus pour ça. Et ça, on n'a plus. C'est ça qui a disparu. Ça, on n'a plus. Hein. Et parce qu'on n'a plus le plein emploi, le travail est émietté, éclaté, etc. Et les gens sont largués à leur sort. Et Turcs et Marocains, la dernière génération d'immigrants, enfin, il y en a eu d'autres après, qui sont dans des situations encore plus précaires. Hein. C'est les sans-papiers et autres, parce que ça s'est détricoté de plus en plus. Eh bien, parmi les dernières arrivées, Turcs et Marocains, ils ont dû se débrouiller. D'où les kebabs. Le Kebab Connection, ce n'est pas une invention qui est venue comme ça. C'était une nécessité. Vous savez, il y a une loi. Un immigré ne fait jamais ce qu'il veut. Il ne fait jamais que ce qu'il peut, là où il arrive. Ça, c'est une loi vérifiée dans la sociologie de l'immigration, de tout temps, en tout lieu.
un immigré ne choisit pas là où il va vivre. Il ne choisit pas exactement sa maison, son quartier. Il ne choisit pas son travail. Il ne choisit pas nécessairement les études de ses enfants. Vous avez vu les taux. Et donc, ils sont toujours canalisés vers des marchés. Et à la rigueur, il ne choisit même pas sa femme ou son mari. Vous avez vu aussi. Donc, un immigré ne fait jamais ce qu'il veut, il fait toujours ce qu'il peut. Ça, c'est une destinée qui fait que, effectivement, les populations qui n'ont pas été aidées par ces ascenseurs sociaux ont des difficultés. Très, très bonne vue. Donc, effectivement, ça nous ramène au cœur de la socio-histoire. Il faut tenir compte de cette socio-histoire avant d'émettre des avis, des hypothèses. Oui, c'est leur religion. Oui, c'est leur culture. Cela ne tient pas la route. Merci beaucoup, Altan. Merci à vous. Merci.